Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tout premier live des pros de la communication. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Fatoumata Téliouel Diallo. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de la communication aujourd'hui numérique en Guinée, au-delà de Facebook, de pratiques qu'on voit ça et là? Est-ce que, moi je crois que la question devrait plutôt être, est-ce qu'on a une communication digitale au-delà de Facebook? Parce qu'en réalité, on va dire, comme institutionnel, le gouvernement en tout cas, chaque ministère a sa page, les EPA en ont, et on fonctionne beaucoup dessus à cause du taux de pénétration de Facebook en Guinée de façon générale. Et aussi à cause de la facilité d'accès à Facebook. Donc, ce que beaucoup ne savent pas peut-être, c'est que la GILAB a quand même un cache qui est installé localement. Donc, ça facilite la connexion à Facebook et donc l'interaction aussi est facilitée grâce à cela. Ça sont des petits avantages que nous, on sait parce qu'on est aujourd'hui sur le terrain. Les sites web ont commencé. De plus en plus, le gouvernement est en train d'en avoir. Mais il y a la difficulté de l'accessibilité ou de la maintenance, ou c'est pas forcément une question de compétence. Est-ce que quelqu'un peut développer un site web? Mais c'est plutôt une question de est-ce qu'on est dans une optique de vraiment de création de contenu, dans l'optique d'animer un site web institutionnel. Donc, ça veut dire que tu dois avoir une vraie équipe de rédacteurs, une vraie équipe de personnes qui savent faire de la rédaction pour le web, de l'intégration, ce genre de choses-là. Et ces équipes-là ne sont pas forcément toujours complètes. Donc, on a une personne qui fait le tout. Donc, habituellement, il y a un focus vraiment sur Facebook et sur la rédaction d'articles lorsqu'il y a des événements. Et après, tout le reste, on le fait quand c'est possible. D'accord. Donc, en tout cas, moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû faire le choix de communiquer sur le site, donc vraiment travailler le site, donc l'ergonomie, être sûr que j'ai une bonne ligne éditoriale, de travailler mon menu et tout, ou de continuer à communiquer sur Facebook pour ne pas que je sois en retard dans toute l'information que je devais diffuser. Et donc, c'est un choix que tu fais assez rapidement, à mon avis, parce que ce n'est pas des grosses équipes. Donc, ça, c'est pas de grosses équipes parce que la place de la communication dans ton institution est marginale, c'est pas bien compris, il n'y a pas beaucoup de budget. Qu'est-ce qui explique cette équipe resserrée dans la cellule de communication que tu as eu à mener? Je ne parle pas forcément des cellules que moi j'ai eu à mener, mais c'est de façon globale. On va dire les cellules de com, elles ont commencé dans les ministères en 2010 ou en 2011. C'est pas très vieux. Avant, elles n'existaient pas forcément dans l'organigramme. C'était plus un responsable ou un chargé ou un conseiller communication. Donc, la cellule même de communication, elle a plus ou moins 10 ans. Donc, ensuite, on a commencé à amener des gens, mais il y en avait beaucoup qui avaient fait des études en journalisme. Donc, c'était plus dans une optique de rédaction de l'actualité au lieu d'avoir une stratégie de communication ou de relations publiques pour les départements. Donc là, de plus en plus, on est en train de construire les équipes. La cellule de com du gouvernement, quand moi je suis revenue, on avait un responsable qui s'appelait Souleymane Camara, exactement, qui avait une vision de la communication gouvernementale qui était très structurée. Mais l'implémentation, ça prend du temps. Ça prend 1 an, 2 ans. Je crois que si aujourd'hui il voyait, il serait un peu plus content parce que les équipes sont un peu plus structurées. Ils savent qu'il faut quelqu'un pour la presse, ils savent qu'il faut quelqu'un pour la rédaction et ils savent qu'il faut quelqu'un peut-être pour le web. Donc, on est en train d'y arriver. De plus en plus, on voit des gens qui créent du contenu pour le digital, soit avec leur téléphone ou avec des caméras. Donc, je ne crois pas que c'est une question de est-ce qu'il y a les budgets ou pas. C'est surtout que ça prend le temps, mais c'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle, c'est nouveau. 10 ans, on a l'impression que c'est vieux, mais c'est pas si vieux que ça pour changer des choses, pour amener un nouveau sang et tout ça. Exactement. Du coup, quelle est ta vision? Parce que moi, quand j'étais au ministère de l'Enseignement supérieur, et même quand j'ai quitté, et j'observe encore dans presque 95% des ministères, il n'y a que des journalistes. Beaucoup.
comment toi tu perçois ça et quel impact aujourd'hui dans nos métiers de communicants? C'est simple. L'Institut de Kuntia fait beaucoup d'efforts, mais il forme plus de journalistes que de gens qui ont fait de la communication. Déjà là, où est-ce que les ministères peuvent aller chercher? Toi, tu es basé à Paris ou je ne sais pas où en France. Si on te propose un salaire de 3 millions, je ne crois pas que tu vas accepter de revenir. Ah ben, c'est ça la réalité. Donc, comment est-ce que tu embauches quelqu'un qui a la compétence dont tu as besoin, mais qui n'a pas forcément la formation? Donc, tu les prends, tu essaies de les former, mais avoir des seniors qui peuvent chapeauter, ce n'est pas toujours facile. Et les ministres, ils n'ont pas forcément le temps. Donc, ils vont avec ceux qui fonctionnent. Là, on est vraiment dans le problème de l'œuf et la poule, je dirais. Mais je crois que c'est aux jeunes aussi d'accepter qu'il y a une grande opportunité, vraiment, et d'accepter de se former vraiment dans la communication, dans le côté stratégie, dans le côté avoir une ligne éditoriale. Quand on intègre une institution, de ne pas juste jouer le jeu de l'actualité, mais d'accepter de mettre une base à la fois. Chaque trimestre, si tu arrives à mettre une base, bon, ok, je commence, j'écris les articles, j'ai pas de problème, mais je garde la même ligne. Donc, ça veut dire qu'au moins, je sais que j'ai une ligne éditoriale. Ok, il faut que je fasse un post par semaine. Ok, cette semaine, il n'y a pas eu d'activité, mais ça veut dire qu'il faut que je commence à penser à un autre type de contenu que je peux créer pour quand même respecter, on va dire, mon planning. Ok. Est-ce que mon département peut mettre en place une newsletter? Comment est-ce qu'on envoie une newsletter? Est-ce que je peux aller chercher une base de données? Comment est-ce que je peux créer ma base de données? En fait, sortir un peu de « Ok, on fait les articles, on publie, on fait les photos, on publie, et ça s'arrête là. » Donc, le côté stratégie manque beaucoup. Je crois que c'est vraiment parce qu'on n'a pas forcément aussi d'écoles qui forment beaucoup en communication. On forme beaucoup plus en journalisme qu'en communication, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, je suis allée à Kuntia et je sais qu'on forme un peu plus en journalisme qu'en communication. Non, moi j'ai fait Kuntia avant de venir en France, je suis passé par Kuntia et je peux certifier qu'effectivement, les programmes de Kuntia, jusqu'à ce que moi je quitte en 2016, étaient beaucoup influencés par le journalisme et que même dans l'organigramme, les journalistes étaient beaucoup plus privilégiés. Et donc, à chaque fois qu'il y avait, par exemple, une offre de communication, oui, c'est les journalistes qui étaient envoyés, voilà, même dans la tête, dans le schéma de ceux qui dirigent et de ceux qui sont chargés de faire des formations, les journalistes passe avant les communicants. J'en viens donc à une autre question. C'est la question principale d'ailleurs de ce live. C'est quels sont aujourd'hui les enjeux du coup de la communication à l'ère du numérique en Guinée? Toi qui es passé par tous ces ministères en lien direct avec le numérique, qu'est-ce que tu en penses? Quelle analyse tu fais aujourd'hui de ça? Où est-ce que nous en sommes en Guinée? Est-ce qu'on a beaucoup évolué? Est-ce qu'on stagne? Est-ce qu'on a beaucoup évolué? Énormément. Mais on a évolué de façon générale, je dirais, dans l'utilisation de la technologie en Guinée. On l'utilise mieux, on l'utilise beaucoup plus et on l'utilise mieux. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, parce que j'ai l'impression que c'est la mode en ce moment, c'est comme le terme digitalisation il y a 5 ans. Moi, je me dis, on est en train de tomber exactement dans le même schéma. On pense que tout ce qui fonctionne en Occident va fonctionner exactement de la même façon en Guinée. Je vais dire en Guinée parce que je suis vraiment physiquement ici en ce moment. Je crois à l'intelligence artificielle ou à l'utilisation de ce type de services-là, ou en tout cas, moi, j'appelle ça des services, hein, parce que c'est vraiment quelque chose pour faciliter, de technologie-là. Mais je ne suis pas sûre qu'on comprend en fait l'impact que ça peut avoir ou ne pas avoir en réalité sur surtout la communication. Je vois beaucoup de posts où on dit oui, bientôt les infographes vont disparaître. Je crois que c'est mal connaître le métier de l'infographe, surtout. Beaucoup utilisent des outils comme ChatGPT pour écrire des articles. On le voit de plus en plus, écrire des courriers, écrire des articles et tout ça. La clé ou l'essence même de la communication, c'est de connaître ton public. Si tu ne connais pas ton public, tu ne fais pas de la com, tu fais de l'actualité. Parce que l'actualité, c'est de transmettre un message. Mais la com,
Tu dois adapter ton message au public auquel tu es en train de parler. L'ordinateur, je ne crois pas qu'il va pouvoir faire ça pour toi. Donc, même si tu veux les utiliser, ces outils-là, il faut que tu aies une maîtrise déjà de toi, ton métier, pour pouvoir l'utiliser de la bonne façon. Je ne crois pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'infographe. Honnêtement, pas maintenant, en tout cas, pas en Afrique, pas maintenant. Parce que l'essence même de ces outils-là, c'est les prompts. Pour prompter, il faut que tu aies la donnée. On sait tous que la donnée n'est pas vraiment accessible en Afrique. Donc, qui est-ce qui va faire ces prompts-là? Qui va nourrir l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre à un client beaucoup plus africain qu'occidental? Oui, aujourd'hui, on voit des affiches où, oui, la fille, elle est africaine, un teint bien lissé qui est généré par l'intelligence artificielle et tout. Je ne suis pas sûre qu'elle parle aux clients. Mais l'enjeu aujourd'hui, tu es responsable communication. Imagine, on fait une usurpation de voix, une usurpation d'identité complète de ton patron. Ça peut être le ministre, ça peut être, c'est pas moi, Bien sûr. le secrétaire général, avec tous ces outils qui sont accessibles presque à n'importe qui. On peut t'appeler, ce sont des deepfakes par exemple. Hein. On se fait passer pour le patron, on dit voilà, est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça, est-ce que tu peux faire des virements? Si tu étais par exemple comptable, ça s'est passé récemment en France. En France, les deepfakes, quelqu'un a pu soutirer des millions et des millions d'euros à une grosse entreprise se faisant passer pour le PDG. Quels sont aujourd'hui, comment les communicants, justement, peuvent se prémunir de tous ces risques-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de perte d'authenticité à vouloir utiliser systématiquement ChatGPT pour générer des textes pour faire beau? Mais justement, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûre nous, on est arrivé à ce stade-là. D'abord parce que l'usurpation de la voix, elle est possible parce que la voix, elle est accessible. Elle est quelque part sur Internet. On n'en a pas beaucoup comme ça, nous. C'est qu'il faudrait qu'on l'ait quelque part. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui passent plus souvent au journal et tout ça, donc c'est plus facile d'usurper l'identité d'un certain type de personne par rapport à un autre. Mais je peux te dire que ici, un comptable ne va pas recevoir un appel pour dire transfère 1 million et il va le faire. Ça m'étonnerait beaucoup. Tu vois? Donc, en fait, il y a des réalités très locales. On va plus être dans l'optique, OK, est-ce que tu peux venir à mon bureau? OK, viens avec le chéquier et je signe. Je veux être sûre que, voilà, j'ai signé le papier. C'est pas aussi simple. En fait, la technologie n'a pas encore remplacé l'humain. D'accord. On n'est pas encore à ce stade-là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ça va prendre du temps, ça risque de nous rattraper, parce que là, on est sur des propositions de texte de loi pour l'acceptation de la signature électronique pour les virements bancaires, ce genre de choses-là. Oui, le texte de loi dit que ça devrait être accepté, mais ce n'est pas encore opérationnel. Donc, est-ce que ça va être fait d'ici 1 an, 2 ans? Mais niveau com, parce que moi, on va dire que c'est plus ça qui m'intéresse. Je vois des articles écrits par ChatGPT. Moi, ce que je trouve, c'est que ça fait perdre surtout de la crédibilité à l'institution et aussi aux responsables de cette institution-là. Et donc, c'est très dangereux pour l'institution. Comment est-ce que les institutions peuvent se protéger? Je crois que c'est d'embaucher des vraies personnes qui ont fait de la com, déjà. On va sortir un peu de tout ce qui est émotif, émotionnel et tout ça. Oui, ça aide énormément. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il ne les utilise pas. Moi, personnellement, je les utilise. Je vais les utiliser sur des questions comme faire beaucoup de recherches, parce que je fais beaucoup de recherches. La réglementation, ce n'est pas forcément mon cœur de métier. Donc, si je veux, par exemple, faire un bench sur des textes de loi ou ce genre de choses-là, je vais beaucoup l'utiliser parce que je me dis, OK, il peut en 1 minute, 2 minutes me dire vraiment c'est quoi la différence entre la réglementation en Guinée ou en Côte d'Ivoire sur un secteur donné ou ce genre de choses-là. Donc, je vais beaucoup l'utiliser vraiment pour faire tout ce qui est recherche, tout ce qui est bench et ce genre de choses-là. Et aussi, par exemple, la génération d'images. Souvent, j'ai vu avec certaines institutions, je ne vais pas nommer des ministères ici, qui commencent à l'utiliser. Par rapport au texte que tu fais allusion, j'ai aussi vu, alors moi ça me choque beaucoup parce que ce que je dis, et c'était le cas de mon poste récemment, quelqu'un qui écrit très mal il y a 1 mois
Tu ne peux pas être qui devient extraordinaire à Molière. l'espace de 30 jours, quoi. C'est pas possible. Or, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est au quoi nous assistons. Donc, comment toi, tu perçois ça? Bon, on dit pour le responsable de la communication, ça le décrédite, ça le discrédite complètement, ça le Décrédible. Ouais. décrédibilise. Mais si ce sont des outils qui sont généralisés et qui sont acceptés, parce que finalement, s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il y a beaucoup de textes comme ça, au fur et à mesure, toi, tu vas chercher à être authentique, mais en attendant, l'autre, il a fait son post et c'est apprécié, il y a des clics, il y a des partages, donc ça fait du buzz. Où on met le curseur dans ce cas de figure-là? Quelle analyse tu en fais? Moi, je me pose toujours des questions par rapport aux clics, aux commentaires et au partage. Lorsque je fais des posts ou lorsque j'écris un article, lorsque je fais de la communication, je ne mesure pas forcément par le nombre de clics ou de commentaires. Je suis vraiment dans l'optique de, OK, est-ce que je suis sûre que j'ai donné l'information que j'étais supposée donner et est-ce qu'ils l'ont compris? Plus loin, on se rend compte que les gens ont compris même s'ils n'ont pas forcément commenté. Donc, encore une fois, on retourne dans l'actualité versus la communication. Donc, oui, si tu es dans l'optique de click, share, comment, en tant que ministère ou en tant que PA, est-ce que ça devrait être ça ton rôle? Parce que moi, c'est aussi ça. C'est une bonne question. Est-ce que Alors, ces KPI-là, ça varie vraiment d'une institution à une autre. Il y en a, oui. lorsque ça fait beaucoup de partage, on dit voilà, c'est très bien. Lorsque ça génère beaucoup de likes, on dit voilà, donc le post, il a buzzé, comme on dit. Lorsque ça fait des commentaires, c'est très bien, etc., etc. Donc, c'est très, 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 très variable. Alors, je m'en vais te poser quand même une autre question, parce que tu es en Guinée depuis 7 ans. Comment tu as observé cette évolution de la communication institutionnelle chez nous? Parce que très souvent, comme tu le vois encore, hein, il y a des gens qui, je ne sais pas si tu vas t'exprimer ou pas sur le sujet, mais je vois beaucoup de ministères qui parlent d'aller à Mamou. Mais justement, je devais être à Mamou, là. Je devais être à Mamou, là. Est-ce que si toi, ton ministre te demandait de partager ce type d'informations sur la page de l'institution, tu le ferais? Si ça a une valeur ajoutée, oui. Mais là, la valeur ajoutée, c'est une campagne. C'est une campagne. Non, oui et non. Oui et non. Donc, on va prendre un exemple d'un événement majeur de façon générale. Habituellement, la RPT ou les opérateurs, on va toujours les amener sur des endroits où on sait qu'on va avoir un grand nombre de la population pour être sûr on essaie d'avoir le maximum de stabilité sur le réseau. Il y a une direction qui s'occupe de ça. Si on me dit, TLUL, écoute, tu devrais aller communiquer la RPT, je prends cette direction, je vais avec elle et je communique sur le fait qu'ils sont sur le terrain. J'aurais fait ce qu'il m'a demandé de faire, mais j'aurais parlé de ce que la RPT est supposée faire dans ce genre d'événement-là. Et je crois que c'est surtout ça le rôle de la communication. C'est de trouver un mécanisme pour faire passer la communication, mais quand même rester dans sa ligne éditoriale. Tu n'es pas journaliste, tu ne dois pas diffuser de l'information. Je ne sais pas si, pour moi, il y a toujours une façon de positionner en fait ton institution. Quand tu fais l'autre problème, c'est d'accord, je comprends. Dans le cas de ton travail, là, c'est bien précis, c'est vraiment dans le cas de ton travail. Mais allez, je vais prendre un ministère. Sur une campagne quelconque, genre faire campagne politique. Une campagne politique, typiquement. Je ne vois pas pourquoi un ministère à avoir avec une campagne politique, quoi. Je m'interroge objectivement. Perso, j'ai travaillé pour un ministère. J'ai eu la chance peut-être d'avoir un ministre qui n'était pas très politique, qui aurait dû être plus politique, parce que, encore une fois, il faut qu'on arrête de se dire que les ministères ne sont pas des postes politiques. Le poste du ministre, c'est un poste politique. Le poste du secrétaire général, c'est un poste opérationnel. Mais le ministre, en soi, c'est un politique. Donc, si mon ministre, il me dit, écoute, on a besoin d'aller sur cette campagne du président parce que ça, je trouve un moyen pour que lorsque je communique dessus, il y ait un added value pour mon ministère. Moi, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est le fait de
communiquer pour communiquer. OK, il est parti sur la campagne. C'est quoi la valeur ajoutée pour mon département? Je suis ministre du Tourisme. Je vais là-bas. Je fais un beau poste sur Mamou. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Mamou? Est-ce qu'il y a des potentialités? Ministre de l'Agriculture, la même chose. L'élevage, la même chose. La pêche, peut-être que je ne sais pas trop comment tu vas te positionner. C'est pas du tout le cas, là, de tout ce que je vois. Je comprends bien ta bonne foi, etc. Ce que je dis, c'est qu'il y a toujours une façon. Il y a toujours une façon de le positionner. Et honnêtement, les questions, ces marches-là, moi, je veux vraiment y aller. Hein, et c'est vraiment pas parce que je veux faire de la politique ou quoi. Je veux vraiment y aller parce que je me dis, c'est intéressant de donner l'opportunité de visiter ces villes-là aussi. Mais de pouvoir faire du vrai networking. Il faut qu'on arrête de penser que quand il y a ces mouvements politiques-là, c'est seulement pour les politiques. Les startups et les PME, ils sont tous assis ici. Ceux qui signent les gros chèques, ils sont assis à Mamou. Moi, je serais allée. Si j'avais un business, j'aurais pris ma voiture, je serais partie. C'est bien que tu utilises ce mot business, parce que là, tu réfléchis en business. Si moi, je réfléchis en institutionnel, parce que comme tu le sais, il y a la communication politique, c'est ce que je disais. Qui a un autre niveau. Qui est à un autre niveau. Il y a la communication institutionnelle, même si les deux, parfois, peuvent se chevaucher, mais il faut toujours respecter la communication institutionnelle, parce que, par définition, un ministère a fait ce qu'on appelle une mission d'intérêt général. Donc, quel est l'intérêt général d'aller, par exemple, dire, allez, Fatoumata, demain, tu vas être président de la République, donc moi, je suis le responsable de communication des ministères. Non, je ne suis pas sûr que je vais applaudir. Je veux rentrer chez moi en paix, s'il vous plaît. Donc, il ne m'appartient pas, moi, en tant que ministère, ministère de la pêche ou ministère de l'enseignement supérieur. Il n'y a aucun lien, quoi. Il n'y a aucun lien. Mais normalement, à ce moment-là, c'est un peu le rôle des équipes de com de dire, OK, nous, on ne peut pas positionner l'institution, mais ce qu'on peut faire, c'est de positionner Madame le ministre ou Monsieur le ministre. Et ça, c'est souvent ce qui manque. C'est qu'on n'arrive pas à faire la coupure entre le poste de ministre et l'institution. Normalement, les deux doivent avoir des comptes complètement différents. La ligne éditoriale de monsieur ou madame le ministre peuvent être assez différents de la ligne éditoriale du ministère. Donc, on peut mettre en lumière le fait que la ministre ou le ministre participe à une activité politique parce qu'ils ont le même langage politique, parce qu'ils ont la même vision politique et tout. Mais est-ce que le ministère est obligé d'en parler? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais c'est le rôle des équipes. C'est le rôle des équipes de donner ce type de conseils-là. Moi, mon ancien ministre, il ne voulait pas de page. Donc, la communication était vraiment axée sur l'institution. Et même lorsque je faisais les articles, je ne parlais pas forcément de lui. J'ai la même chance avec mon patron actuel. Très discret, il veut vraiment qu'on communique sur les acquis de l'institution, sur les choses qu'on est en train de faire, sur les actions de l'institution. Donc, ça facilite les choses quand tu as des patrons qui ne sont pas forcément des personnalités publiques. Ça facilite beaucoup les choses. Si ton patron, c'est une personnalité publique, à ce moment-là, dans le sens vraiment disponible sur la face publique, c'est important que tu joues ton rôle de spécialiste et de conseiller en réalité, parce que c'est vraiment toi qui es supposé donner les conseils, les bons conseils et tout. Et pour revenir à la question de justement l'intelligence artificielle et tout, on peut même l'utiliser pour ça, carrément, pour trouver un argumentaire. Et justement, ça pourrait aider, quoi. Tu vois, moi, je me dis, demande à ChatGPT de te sortir une stratégie sur comment tu dois séparer la page du ministre de la page du ministère, par exemple. Oui, aussi. C'est pas intéressant comme analyse. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, ensuite on va évoluer sur les questions, de dire non? À un poste ou à une publication? Allez, un de tes responsables te demande, voilà, Fatoumata, est-ce que tu peux partager par exemple mon poste? J'ai parlé de ci, j'ai parlé de ça, qui n'a rien à voir encore une fois avec le ministère. Est-ce que tu
tu as dit non, je ne fais pas ça parce que ça ne répond pas à notre ligne éditoriale, ça ne répond pas à notre plan de communication. J'ai été assez chanceuse d'avoir eu que des patrons compréhensibles, malheureusement. Donc, je me suis jamais retrouvée. Non, mais c'est vraiment, c'est très vrai. Je me suis jamais retrouvée dans une situation où, genre, ma stratégie au début de l'année n'a pas été acceptée. Toujours, il y a des modifications, il y a des ajustements et tout. C'est clair qu'il y a la vision peut changer et on peut avoir des demandes spécifiques, mais même quand j'ai des demandes spécifiques, on me donne toujours la latitude de l'adapter en fait à notre contexte. Et donc, je me suis jamais retrouvée dans une position où il fallait que je fasse un article ou un événement et que je voulais pas le faire. C'est jamais arrivé. Donc, j'ai été très chanceuse. Tu ne penses pas aujourd'hui que... alors, comment tu percevrais un responsable ou une responsable de la communication qui demanderait à ses équipes d'adopter des outils comme Copilot, comme Gemini, comme Mistral, comme ChatGPT, pour aller beaucoup plus vite, pour gagner en efficacité, peut-être pour avoir de l'inspiration, pas forcément pour générer du texte, mais voilà, pour, par exemple, avoir des idées de contenu, des idées de créa. Est-ce que toi, tu penses que quand même on va en arriver là parce que... Mais on est déjà là. Pour ça, par contre, on est déjà là. Moi, je ne suis pas contre l'utilisation de ces outils-là. Je t'ai dit tout à l'heure que j'utilisais ChatGPT principalement pour tout ce qui est benchmark, recherche et tout. Je vais utiliser Copilot sur justement des idées d'événements ou des activités que je peux faire. Genre, souvent, je vais lui dire, OK, des activités que je peux faire en 5-10 minutes. Tu n'en as pas 50 millions, là. Il te donne une liste, tu trouves l'idée, tu développes et tout. En fait, ils sont devenus mes outils de brainstorming, on va dire. Donc, je vais beaucoup l'utiliser dans tout ce qui est brainstorming. Oh, j'ai telle idée. Est-ce que tu peux me la peaufiner dans ce style-là? J'aimerais savoir qu'est-ce que nanana, nanana. Ça, je vais beaucoup le faire. Et justement, mes équipes, aujourd'hui, je veux voir si je peux trouver des formations en utilisation de l'intelligence artificielle pour eux. C'est, pour moi, ne pas les utiliser, franchement, c'est vouloir rester en retard. OK. Mais il faut savoir l'utiliser. Je ne vais pas dire à ChatGPT, j'ai participé à la Mamaya de Cancan, je suis ministère de tel, je veux que tu m'écrives un article de 150 mots. Non. Ça, ce serait... c'est même pas remplacer le journaliste, c'est une perte de temps, ça, par contre, parce que ça, on le voit tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui dans la communication numérique, même pas tout de suite, depuis que tu es en Guinée, comment est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a une direction, par exemple, qui dit, voilà, nous, on veut adopter un outil, ça peut être Microsoft dans tous les ministères, et pour ça, le déploiement, voilà comment on va faire. Est-ce que vraiment il y a ce lien-là entre les ministères et peut-être une direction nationale qui existerait, chargée de numérique, ou avec la cellule de communication du gouvernement qui aiderait les ministères à monter en compétences? Est-ce qu'il y a encore ce travail ou pas? Donc, il y a trois niveaux en réalité dans ça. C'est qu'au niveau du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, on a l'Agence nationale de la digitalisation de l'État qui travaille, qui doit normalement mettre en place, par exemple, tout ce qui est emailing, tout ce qui est site web, tout ce qui est outils de gestion des courriers ou ce genre de choses-là. Ils sont supposés l'uniformiser et le mettre à disposition des ministères. Pour ce qui est des EPA, c'est parfois différent parce que comme ils ont quand même une autonomie administrative, souvent ils vont travailler sur leurs propres outils, ils vont aller chercher les licences et ce genre de choses-là. La RPT est une AI, donc on a vraiment une indépendance complète. Et donc, nous, à l'interne, on a un DSI, on a une direction des systèmes d'information qui travaille vraiment à mettre en place tout ce qui est le côté infra ou développement
du système d'information. Et on a la direction de la digitalisation qui travaille sur la digitalisation de tous nos process internes. Donc, nous, on est quand même indépendants. Mais l'ANDE est supposé travailler sur tout ce qui est ministère et certains EPA vont quand même travailler avec eux. Et à ce moment-là, eux, ils font le déploiement, ils font la maintenance et tout ça. Et au-delà de ton ministère, comment tu perçois justement la communication numérique chez nous? Je parle spécifiquement du numérique. Après, on parlera peut-être rapidement de la communication aussi média avec les RP et tout ça. Comment toi, tu perçois ça vis-à-vis des autres ministères sans les nommer Mais moi, je ne suis pas au ministère. La RPT n'est pas au ministère. OK. Oui, non, c'est ça. En tant qu'ARPT, je crois que ça a beaucoup changé quand même. Mais encore une fois, je crois qu'on confond un peu la communication digitale à la communication sur Facebook. Parce que pour moi, ce serait intéressant, par exemple, qu'on ait des vrais newsletters. Des newsletters qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations sur les projets sont rendus à quel niveau, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, est-ce qu'il y a des appels d'offres, ce genre de choses-là, avec des bases de données quand même assez solides. Les gens de la diaspora sont souvent intéressés sur des questions très spécifiques. Et je crois que s'il y avait ce mécanisme-là, par exemple, ça pourrait être super intéressant. Aujourd'hui, on a du contenu de meilleure qualité, visuel. Pour tout ce qui est visuel, le contenu est vraiment de meilleure qualité. On voit les ministères faire beaucoup d'efforts par rapport aux photos, aux vidéos. On se rend compte que bon, ils ont quand même des équipes qui travaillent sur ce type de contenu-là, de plus en plus. Et les équipes sont quand même de plus en plus étoffées et équipées. Donc, il y a du bon travail qui est en train d'être fait. Je ne crois pas qu'il faudrait cracher sur tout ce qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Maintenant, c'est vraiment peut-être travailler un peu plus les stratégies que d'autres choses. Et ce n'est pas seulement les ministères, c'est vraiment de façon générale en Guinée. Je crois que tout le monde devrait travailler un peu plus le côté stratégie. On va avoir le même souci avec certaines institutions internationales qui sont basées en Guinée, qui vont communiquer, mais qui ont parfois du contenu un peu éclaté. Et les cabinets d'avocats qui ne savent pas forcément, qui ne peuvent pas faire de la publicité, ce genre de choses-là. Donc, il y a des petits détails comme ça qui vont passer et qui font que, voilà, il y a du travail à faire sur le côté stratégie, vraiment pour que ça soit considéré comme de la communication. Alors, aujourd'hui, la communication, est-ce que tu penses qu'elle est vraiment centrée dans des grandes villes comme Conakry, comme Kindia? Est-ce qu'il y a une vision nationale de la communication? Quand par exemple tu es dans un ministère, peu importe le ministère, tu sais que tu as des directions qui sont allées à Mamou, qui sont à Dalaba, Est-ce qu'il y a ce travail-là qui est fait pour faire circuler l'information, toucher le maximum de personnes en Guinée? Au niveau de... Moi, quand je fais des sondages de temps en temps, surtout sur Facebook. Je vais utiliser Facebook, Google Ads, beaucoup pour aller chercher un certain nombre d'informations. Et on se rend compte qu'en fait, par exemple, la lecture est... Peut-être tu vas avoir 70% de lecteurs sur Conakry et le 30% est dispatché dans les grandes villes. Donc, on se rend compte que lorsqu'on reste sur la communication digitale, par exemple, on ne touche pas les villes à l'intérieur. D'accord. Et donc, ça, moi, ce que ça m'amène à me dire, c'est que, OK, pour Conakry, je peux gérer avec le digital. Mais si je veux toucher l'intérieur, je suis obligée de passer par la com traditionnelle. Donc, les radios communautaires vont beaucoup fonctionner. Les radios vont beaucoup fonctionner. La RTG va fonctionner partout où il y a la RTG. Et après, on a tout ce qui est groupe de discussion, passé par le préfet, le gouverneur et tout ça, qui sont des mécanismes qui fonctionnent encore en Guinée. Donc ça, ce sont les réalités que le terrain t'apprend lorsque tu viens. Moi, quand je suis arrivée, je me rappelle, je me disais, OK, je vais faire une communication 100% digitale, parce que c'était le ministère des Télécoms, je me dis, tout le monde est sur le digital. Ouf, je suis
Rapidement, je me suis mise à la télé, à la radio. J'ai dit non, là, ça marche pas là. Donc ça, ce sont des choses que les terrains vont t'apprendre. Et ça se passe bien. Alors, là aussi, je te parle en fonction aussi de mon expérience à moi, parce que je vois souvent en Guinée, lorsque par exemple tu fais des relations presse, les journalistes sont systématiquement payés. Or, lorsque tu invites un journaliste pour venir couvrir un événement, tu n'as pas à lui donner même son transport, parce que c'est... Voilà. Comment toi tu perçois ça? En fait, comme ça, je crois que tu veux pas que je rentre chez moi et que je dorme au bureau aujourd'hui. Je vois si c'est une autre question. Hein. Alors, mon premier communiqué de presse, je vais juste raconter cette anecdote. Donc, mon premier communiqué de presse, moi, on me dit, communiqué de presse, tu l'écris, tu l'envoies aux médias, celui que ça intéresse, il le publie. Exactement. Et ensuite, s'ils ont des questions, ils reviennent vers toi pour te poser les questions par rapport au communiqué de presse. J'envoie mon communiqué de presse à une base de données de 100 et quelques médias. Ils publient tous et ils m'envoient des factures. Oh mon Dieu. C'était pas drôle. La facture, elle a été salée. Je l'ai bien senti. Mais j'ai payé. Mais j'ai jamais refait cette erreur. Ah ben oui. Parce que après, ça devient des problèmes. Et si tu ne payes pas, ce qui se passe, c'est que même quand tu veux qu'ils fassent des publi-reportages, ils peuvent ne pas venir. Et donc, tu impactes en fait ta communication qui va être plus de la publicité ou ce genre de choses-là de ton institution. Donc, ici, honnêtement, moi, le seul mécanisme que j'ai trouvé, c'est de demander des factures en avant. Je ne paye pas le transport. Je paye la facture et j'essaye de suivre pour que ça soit publié. D'accord. Ouais. Mais tout se paye, le communiqué de presse, tout. Ouais, c'est ce qui est quand même un peu fou. Moi, ça me dérange beaucoup. Je ne sais pas comment je ferai le jour où je serai animé ma communication, mais bon, on verra bien. Tu crées ton média. Est-ce que tu as des conseils à donner à des étudiants qui nous suivent, à des jeunes professionnels qui démarrent? Alors, la question, elle est à double niveau. Hein. D'un côté, les gens qui sont en Guinée, et de l'autre côté, les gens qui sont à l'étranger, en France, parce que je connais que la France, moi, qui aimeraient demain voilà, rentrer aussi au pays, travailler. Restez là-bas, on n'a pas votre place ici. Alors, quel conseil tu donnerais à des jeunes comme ça? Déjà, pour ceux qui font de la com en Guinée, je leur dirais, on a une multitude de sites en ligne qui font des formations qualifiantes, mais vraiment très, très bonnes. L'idéal serait de se former en plus de ce qu'on apprend à l'université, parce que l'université a ses limites. Donc, on ne peut pas juste continuer à s'asseoir et dire que oui, on ne nous donne pas les opportunités, alors qu'on n'est pas allé chercher aussi la plus-value qu'on peut apporter. Donc, c'est très important de vraiment se former, de participer à des workshops, à des masterclass, de suivre des lives sur justement de la communication pour avoir des outils et regarder des dessins animés. Oui. Je suis désolée, mais moi, je regarde beaucoup de dessins animés parce que il y a beaucoup d'éléments créatifs à l'intérieur des dessins animés. Et donc, ça me donne toujours des petites idées sur des choses fun que je peux mettre en place, même si c'est institutionnel, mais des choses fun que je peux mettre en place parce que justement, c'est l'idéal, c'est vraiment que les gens comprennent le message. Si tu arrives à parler et qu'un enfant de 2 ans comprenne, là, ça veut dire que c'est bon. Tu as réussi. Et donc, je regarde beaucoup de dessins animés encore et je lis beaucoup de bandes dessinées aussi. Donc, la formation est vraiment à la clé. Faire des stages pratiques au maximum. Donc, à la RPT, nous, on a des stagiaires. On prend beaucoup de stagiaires. On a la chance, notre ancien stagiaire, aujourd'hui, il fait partie permanente de l'équipe de la DIRCOM. Et c'est vraiment des stages pratiques. Donc, on a interdiction d'amener les stagiaires pour faire notre café et acheter notre nourriture. Faire la photocopie. Pour faire la photographie. Donc, ils sont assez regardants sur cela. Ça nous oblige à vraiment les faire travailler.
Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, formation, stage pratique et sortir de l'ordinaire, regarder des choses qui vont nous développer un peu ce côté créatif-là et qui va aussi développer notre esprit critique. Hein, parce que ça, c'est très important. Pour ceux qui sont à l'extérieur, le plus gros challenge qu'on a quand on revient, je crois, c'est de dire « je sais ce que je fais ». Oui, on sait ce qu'on fait, mais le marché guinéen est assez spécial et c'est très important d'accepter et d'adapter ce qu'on sait aux réalités du terrain. Parce que, encore une fois, la communication, c'est très important pour le public cible de percevoir le bon message. Et si on ne l'adapte pas, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on a communiqué, alors qu'on a juste fait de l'envoi d'informations sans receveur de l'autre côté. C'est très, très intéressant. Je m'en vais afficher cette question de Alpha Amadou, qui a fait des études de communication aussi ici. Membre des pôles de la communication. Alors lui, il a un master en influence publique des médias sociaux. Il dit la plupart des ministères en Guinée disposent à présent d'un site, mais il y a très peu, voire pas de la communication sur ces sites. Juste quelques éléments d'information. Il a aussi très limité. Qu'est-ce qui, à votre avis, explique cela? Je crois que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté stratégique qui manque un peu. Donc, c'est des gens, souvent dans les équipes, on a des gens qui savent bien écrire ou qui savent bien parler. Mais lorsqu'on fait un site, on pense d'abord l'ergonomie du site. Donc, c'est la première chose. On pense le menu du site. On pense le public cible de notre site. Donc, par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais au ministère des Télécoms, quand j'ai commencé, tous les sites étaient jaunes ou verts. Et moi, j'ai dit, OK, moi, mon site, il va être bleu. J'ai dit, moi, mon site, il sera bleu. On me dit, non, c'est pas possible, c'est pas dans la charte. J'ai dit, non. J'ai dit, je ne peux pas parler des télécoms en mettant du jaune ou du vert. Aujourd'hui, on va utiliser le vert parce que c'est supposé être environnement et tout. Mais donc, à l'époque, je suis allée dans toute une logique de comment faire accepter que le site du MPTEM soit bleu. Aujourd'hui, je me rends compte que 80% des sites du gouvernement sont bleus. Bon, ça veut dire que tu étais en avance, c'est bien. Non, mais est-ce que tous les sites devraient être bleus? Je ne pense pas. De l'environnement devrait peut-être être vert, mine devrait peut-être être un jaune terre. Est-ce qu'on devrait avoir un site uniforme? Donc, à ce moment-là, on va sur des couleurs neutres, donc les gris, les blancs, les noirs ou ce genre de choses-là. Est-ce qu'on doit avoir le drapeau partout? Est-ce que ça, ce sont des questions que je ne suis pas sûre qu'au niveau communication, on s'est posé. Et donc, on va vraiment avec l'uniformité. Et ça c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas forcément les éléments d'information, parce que tous les sites ont le même menu. Donc, si tu es sur un projet je vais prendre celui que je connais, un télécom. Lorsqu'on faisait le backbone, j'ai dit, OK, je veux une carte interactive qui va dire, on a fait 1 km, 2 km, 3 km. C'était compliqué. C'était compliqué parce que pour eux, ce n'est pas de l'information qui devrait être grand public. Et lorsqu'on l'a fait, les gens ont bien réagi. Donc, ils ont dit, OK, c'est bon. Ce n'était pas si grave que ça. Lorsqu'on fait l'installation des pylônes, lorsqu'on est sur un projet de digitalisation et tout, normalement, on doit pouvoir voir l'évolution de tous les projets sur les sites. Donc, au-delà de l'actualité, ça serait bien, vous voyez. C'est pourquoi on parle de la communication dans les politiques publiques. Exactement. Donc, le côté au-delà de l'actualité. On a que 10 minutes pour clôturer. Le maximum, c'est... Je crois qu'on a plus parlé de la com que de l'intelligence artificielle. Oui, c'est important. Nous, on est INASO, communication. Hein. Alors oui, je vais te faire réagir sur l'intelligence artificielle. Peut-être que tu vas conclure par ça. Ton analyse est très, très pertinente parce que moi, je me souviens quand j'étais au ministère encore, ça date, hein, c'était en
17, et que Ok. tous les pages, c'était les photos de couverture des comptes C'était Facebook la des même, ministres. c'est vrai, c'était la même photo. La même bannière, partout. Mhm. Pourquoi? Parce que derrière, tu as la cellule de communication du gouvernement qui avait un membre qui veillait, bon, je ne vais pas le nommer, hein, systématiquement. C'est Donc, mon partenaire, hein. donc c'est lui, tu n'enlèves pas. Alors bon, c'est une forme, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que toi, tu penses que la communication justement digitale aujourd'hui en Guinée, ou allez, numérique pour parler français, c'est que tout le monde fasse la même chose? Est-ce que tous les ministères, par exemple, doivent avoir le même logo? Parce que là, c'est très français en ce moment-là. Par exemple, chez les anglo-saxons, quand tu vas aux États-Unis, un tel ministère a son logo, un tel autre a son logo. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau de réflexion chez nous. La charte graphique, l'identité visuelle, chaque ministère devrait avoir son identité. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et ensuite, l'autre question, c'est justement l'intelligence artificielle. Mais je te laisse d'abord répondre sur ça, et ensuite on poursuit. Assez rapidement, pour moi, c'est important d'avoir une charte graphique, parce que désolé, j'ai lu ligne éditoriale, une charte graphique et une ligne éditoriale pour le gouvernement. C'est très important d'en avoir une. Par contre, la charte graphique doit prendre en compte les différences de chaque département. Donc, normalement, lorsqu'on dit, OK, ben c'est ça la charte globale, c'est ça. Ensuite, les ministères qui sont assez spécifiques, ils doivent pouvoir le ressortir justement dans cette charte graphique du gouvernement-là. Peut-être que c'est à la cellule de com du gouvernement de développer la charte graphique de tout le gouvernement pour être sûr qu'il y a quand même une ligne graphique qui est respectée. Moi, ce que je dis, c'est que les bannières, lorsqu'il y a un événement majeur, donc la fête d'indépendance, si le gouvernement décide que c'est une bannière pour tout le monde, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je vais l'adapter. Par exemple, si moi, sur mes bannières, c'est toujours des personnes et qu'eux, ils ont utilisé des illustrations, peut-être que je vais l'adapter tout en gardant la ligne de cette bannière-là. Je sais qu'à l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas beaucoup aussi d'infographes. Donc oui, on allait sur une bannière et on restait sur ça, sur toute l'année. Moi, je vais la changer une fois de temps en temps. D'accord. C'est Mfali Guilavogui qui était, je ne sais pas si tu le connais, qui était à Évasion, rédacteur en chef, qui est monté directeur adjoint, qui fait, je crois, il est en deuxième année de master communication publique et politique à l'ISU de Puntia. Donc, quelqu'un qui a compris, d'ailleurs, je le félicite en ligne et en direct, il a compris qu'il faut se former à la communication, même si on a été journaliste. Ça, c'est très, très bien. Alors, sa question. C'est très important. Ouais. Madame a insisté sur le respect de la ligne éditoriale, mais pourquoi dans nos ministères, on constate trop d'interfaces des ministres? D'interférence. On parle d'interface, donc il y a encore le mot interface en tête. Qui corrige les textes des communicants. Question. Déjà, moi, je crois que s'ils se permettent de changer ce que son responsable com écrit, c'est peut-être aussi parce que son responsable com n'a pas compris c'est quoi sa ligne éditoriale à elle ou à lui. Donc, c'est important. Ton public, ton client, ton premier client en Guinée, ton premier client, c'est ton ministre. Absolument. Parce qu'en réalité, s'il n'y a pas la séparation des pages, c'est son outil de communication. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes c'est quoi son ton, c'est quoi son langage, c'est quoi sa vision de la communication, et que quand tu écris des textes, que tu ailles dans ce sens-là. C'est vraiment ça le boulot du responsable de la communication. Maintenant, on a des gens qui aiment bien chapeauter les textes des autres. Ça, on ne peut rien faire. Je reconnais que les ministres, souvent, moi j'ai quelques confidences. Ce n'est pas souvent les ministres. C'est souvent les cabinets, hein. C'est un chef de cabinet là, ou un conseiller. Vous savez, hein, tout le monde pense qu'il sait faire de la com en Guinée. C'est ça. Alors, il pose une autre question, ensuite peut-être qu'on va parler dernièrement de l'IA, pardon. À quand la communication territoriale en Guinée, qui marche pourtant bien ailleurs, notamment en France? Je ne dirais pas avant au moins 5 ans. D'accord.
À mon avis, ce ne sera pas avant au moins 5 ans. Pour que la communication territoriale fonctionne, il faudrait que la décentralisation soit beaucoup plus palpable et qu'il soit un peu plus autonome sur certaines choses. Donc là, moi, je ne le vois pas arriver assez rapidement. D'accord. Peut-être que je me trompe. Hein. Non, je partage la même lecture que toi. Moi, je travaille actuellement dans une mairie. Je peux te dire que ce que je fais ici, c'est la plus grande commune de Guinée fait, c'est pas pareil. C'est pas une question de comparaison. Mais voilà. Alors, il y a une autre question qui arrive. Je suis désolé. Bonsoir, c'est très intéressant tout ce que vous dites. J'ai une petite question. Quitte de l'accessibilité dans les publications de nos institutions, aujourd'hui, beaucoup de pages institutionnelles utilisent une police complètement illisible pour les lecteurs d'écran. Y a-t-il quelque chose qui est fait à ce niveau-là? Honnêtement, j'ai dit, on n'a qu'à bannir les téléphones Samsung. Parce que c'est Samsung qui met les gens dans les problèmes. Donc, il faut aller avec il faut aller avec l'iPhone. Non, en fait, j'ai posé la même question il y a 2 ans parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, justement, on avait une écriture un peu plus calligraphique sur certaines pages des ministères. Et on m'a dit qu'en fait, c'était ce ministre-là qui voulait ce style d'écriture-là. Et j'ai posé la question, moi, je viens d'un pays où les personnes malvoyantes, en tout cas les personnes avec un handicap, sont prises en compte lorsqu'on fait de la communication. Et je leur ai expliqué, moi je porte des lunettes depuis que j'ai 6 ans. Ces écritures-là, j'ai beaucoup de difficultés à les lire. Et donc, moi je porte juste des lunettes parce que je suis myope et astigmate. Les malvoyants, c'est quasiment impossible pour eux de les voir. Donc, moi j'ai essayé par exemple de sensibiliser et tout, mais ça revient au premier problème. Lorsque tu fais de la com versus lorsque tu fais de la diffusion d'informations. Parce que la com va t'obliger à prendre en compte justement ton public cible, le fait que tu as peut-être des gens malvoyants, des malentendants, des gens qui ne lisent pas forcément français, donc les gros français, là, écrire anticonstitutionnellement dans les phrases et tout ça, là, ça ne sert à rien. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que, à mon avis, qui sont plus des détails parce que on a beaucoup de gens qui font du journalisme, qui font de la communication, et c'est pas parce qu'ils ne le font pas bien, mais il faudrait un peu plus de formation en fait pour qu'on ait cette adaptation-là vraiment au public cible. Moi aujourd'hui, avec la direction juridique, on est en train de réfléchir à la traduction des textes de loi en arabe, parce qu'il y a beaucoup de gens en Guinée qui savent lire l'arabe, en Ko, en Adlan, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut faire des traductions en malinké et soussou, mais que ça soit audio? Donc, ça, ce sont des mécanismes auxquels nous, on est en train de penser parce que justement, on est dans la logique de l'accessibilité. Et je crois que ce serait important que justement, de façon générale, on puisse penser à ça en tant qu'État. Écrire français, c'est bien beau. Parfois, on a des traductions en anglais. OK, si le public cible, il est étranger, j'ai pas de problème. Mais les langues de chez nous, je crois qu'il faut qu'on fasse un peu d'effort justement pour rendre notre information plus accessible pour eux. Exactement. D'ailleurs, il confirme ce que tu dis, les malvoyants. Mais il est malvoyant, c'est ça. Alors, peut-être qu'on va prendre cette dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Ça passe très vite. La communication intergénérationnelle, essentiellement. Mamadou Saïdou, il était aussi journaliste. Maintenant, il a le master en communication en France. Il est membre de l'association. Il travaille à Espace. Donc, il a fait son master à Bordeaux. Il vit à Bordeaux. Donc, la communication intergénérationnelle, essentiellement, la sphère publique, est-elle réellement valorisée au sein de nos institutions? Quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour favoriser une communication institutionnelle plus inclusive et adaptée à toutes les générations, selon vous? Ben justement, je crois que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, aujourd'hui, on est en train de penser à des mécanismes sur comment traduire les textes de loi en arabe. Je crois que l'ancienne génération, on a plus de gens qui savent lire l'arabe que le français, par exemple. Donc, c'est important que ça soit accessible. Et il faut qu'on arrive aussi à descendre le niveau de la terminologie. Avant-hier, on a reçu
le syndicat du marché de Cancan. On avait déjà reçu les syndicats de marché de Conakry et tout. À un moment donné, le gars, il me demande, tu parles malinké? Je dis non, je ne parle pas malinké, mais je comprends tout. J'ai dit donc, tu peux parler en malinké, je parle en français, on va se comprendre. Et à un moment donné, c'est vraiment, il parlait en malinké, je parlais en français. Et mes collègues, ils disent homologation, comment est-ce qu'on dit homologation en malinké? On est tous sortis de la pièce. Parce que ce n'est pas un terme qu'on sait traduire aujourd'hui. Et donc, on a expliqué pour qu'ils comprennent. Et j'ai trouvé cet exercice magnifique parce que justement, ça m'a reconforté dans le fait que c'est important qu'on puisse donner des termes accessibles à nos populations si on veut en tout cas qu'ils respectent la loi, si on veut qu'ils respectent les textes. C'est primordial. Très bien, merci beaucoup Fatoumata, c'est très intéressant. Je pense que la prochaine fois, on va faire des webinaires, pas forcément de live, pour un public beaucoup plus spécifique, avec beaucoup plus de questions, indépendamment de moi. J'affiche juste ces questions, c'est pas une question. J'ai un MBA communication entreprise, j'apprécie mon cabinet, la science est très instructive. Merci à tous. Soirée. Est-ce que peut-être donc, attends un workshop à Lou soirée, après que vous ayez terminé votre MBA, on attend un workshop à Conakry. Donc, l'invitation est lancée. Est-ce que tu as un mot de conclusion, peut-être avec l'IA ou pas? Ce qu'il a dit, on ne peut pas utiliser l'IA pour générer les articles, mais on peut bien l'utiliser pour corriger et harmoniser le texte. Pour moi, c'est un peu ça l'essence. L'IA, on est obligé aujourd'hui de l'utiliser, mais il faut qu'on apprenne comment l'utiliser. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'utiliser. Et surtout, il faut qu'on comprenne que son utilisation demande aussi une expertise. Donc, ça prend du temps de travail. Ce n'est pas pour remplacer le temps de réflexion. Ce n'est pas pour remplacer la cervelle. Ce n'est pas pour ce n'est pas pour remplacer vos collaborateurs. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai répondu à cette question. Alors, Boubacar. Beaucoup. À quand la prochaine activité de ce on a fait exceptionnellement un live parce que très souvent, à titre personnel, je ne parle pas au nom de l'école de la communication, on fait des webinaires entre communicants, souvent, et peut-être d'autres publics, pour permettre aux uns et aux autres de poser des questions. Donc là, c'était exceptionnel, on va voir avec l'équipe, mais en tout cas, on invite Fatoumata Telivel Diallo à nous rejoindre en live. Parce qu'on aimerait avec plaisir une association et qu'ensemble on continue de professionnaliser tout ça en Guinée. J'ai été très heureux de te recevoir aujourd'hui et d'avoir cet échange avec toi. C'était comme on disait dans les grandes gueules, la bâton rompu. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de s'être connecté et l'invitation est acceptée. Donc j'attends mon formulaire d'adhésion. Ah, super. Voilà la bonne nouvelle ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. À bientôt. Les pros de la com. Ensemble, écrivons l'histoire.